La vie des Noirs compte. 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 Ça peut paraître loin pour un certain nombre d'entre nous, quelques siècles. Ceci dit, cette histoire tragique, quand je dis cette histoire tragique, en réalité, il s'agit d'un crime contre l'humanité, puisque même l'État français l'a reconnu ainsi, par la loi du 10 mai, la loi Taubira. Donc nous œuvrons un travail de mémoire depuis maintenant une vingtaine d'années sur ce sujet. Tout simplement parce que le racisme dont a été victime une fois de plus un Noir aux États-Unis, George Floyd, beaucoup en sont victimes dans de nombreux pays, y compris dans le nôtre. De loi en loi, de mesure en mesure, on nous impose de plus en plus de restrictions et bien évidemment de restrictions de parole. Mais à mémoire et partage, nous ne nous tairons pas. Aux États-Unis, ce virus dont ce pays n'arrive pas à se défaire, le racisme, bien évidemment lié à la traite des Noirs et l'esclavage, mais aussi en France, où malheureusement les forces de l'ordre, ou une certaine partie des forces de l'ordre de ce pays, glissent parfois sur des pentes très dangereuses, et ce, sans que leur hiérarchie ou les dirigeants de ce pays ne mettent un haut là et disent stop. Votre métier, ce n'est pas cela. Ça paraît loin de nous, les États-Unis, George Floyd. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois d'ici, des manifestants qui demandaient simplement à vivre dignement, à avoir un salaire décent, ont été matraqués, ont été gazés. Certains se sont retrouvés hospitalisés. Rappelez-vous ce pompier de Bazas qui a fait des mois et des mois d'hôpital parce que juste à côté, il a reçu une grenade. Pensez-vous qu'une grenade aussi violente que celle-ci ait pu être envoyée inopinément? Non, on ne nous fera pas croire cela. Eh bien, ceux qui couvrent ces actes sont aussi ceux qui tiennent la main de ceux qui agissent. Car il y a ceux qui agissent, mais il y a au-dessus ceux qui les aident à agir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour condamner tous ces gens-là. Pas uniquement le policier qui a abattu George Floyd, mais tous ceux qui le couvrent depuis des années, des décennies et des siècles. Est exigé ce soir pour la vérité et la justice pour Adama, pour la mise en examen des gendarmes responsables dans la mort de mon petit frère. Mon frère a pris le poids de 250 kilos sur lui, c'est 3 gendarmes. Ils ont dit qu'Adama Traoré a dit « je n'arrive plus à respirer ». George Floyd a pris le poids de ces 3 gendarmes sur son corps. Mon frère a pris le poids de policiers, pardon. Mon frère a pris le poids de ces 3 gendarmes sur son corps pour 250 kilos. Ils ont eu les mêmes mots je n'arrive plus à respirer. Suite à cette expertise sortie il y a quelques jours, qui protège et qui couvre les gendarmes, mais on conteste cette expertise des mensongères fait par des médecins qui ne sont pas experts, des médecins que nous nommons charlatans. On rappelle que la dernière expertise qui avait été faite par un collège d'experts, des médecins experts dans la drépanocytose et dans la cardiologie, vont dire qu'Adama Traoré n'est mort de aucune maladie, mais qu'il est bien mort asphyxié. Je pense que dans l'affaire de Adama Traoré, la justice française a peur de la vérité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes dans une vraie enquête dans l'affaire Adama Traoré, mais bien au contraire,
nous sommes dans un déni de justice. Je peux même dire aujourd'hui sur le plateau que j'ai des preuves et des éléments que la juge a subi des pressions pour exonérer et couvrir les gendarmes. Je pensais que je pouvais croire en la justice, j'ai voulu y croire, on a voulu y croire. Aujourd'hui, la justice nous prouve que non. Les proches d'Adama Traoré sont rassemblés en ce moment devant le palais de justice de Paris, malgré l'interdiction de la préfecture. Le jeune homme de 24 ans est mort en 2016, juste après son arrestation dans le Val d'Oise. Ses proches réclament justice et dénoncent les bavures policières et les violences policières également. L'avocat de la famille Traoré affirme ce soir qu'une contre-expertise demandée par ses clients estime cette contre-expertise qu'Adama Traoré, la mort d'Adama Traoré résulte du plaquage ventral exercé par les 3 gendarmes. Les précédentes expertises concluaient à la mort des suites d'un œdème cardiaque. Ce confinement a commencé en Afrique. En Afrique, ça a commencé. Capturés sauvagement, parqués dans des maisons aux esclaves, au Sénégal, à l'île de Gorée, au Ghana, au Fort Elmina, à Badagry, au Nigeria, à Ouida, au Bénin. Ils attendent là, pendant des jours et des semaines, l'arrivée des bateaux bordelais, nantais, rochelais, havrais, portugais, hollandais, anglais, espagnols. Ils les attendent. Emmanuel, ils les attendent. Ils les attendent et ça dure, et ça dure, et ça dure dans des conditions épouvantables. Ce confinement, mes chers amis, c'est la cale des bateaux négriers. Il faut imaginer ce que c'est. Vous savez, Patrick l'a dit, j'ai fait l'objet d'une arrestation violente, arbitraire. Dieu sait que je peux dire que j'ai approché un peu ce qu'a pu vivre George Floyd. Et je sais qu'il y en a une autre. Je crois que c'est Myriam, qui n'est pas loin d'ici, qui a aussi approché ça. Nous l'avons approché et je peux vous assurer que ça va très vite. Et si vous n'avez pas un peu de chance, vous y restez, ça va très très vite. Certains membres de Mémoire et Partage étaient témoins de ce qui s'est passé. Mais ce n'est rien à côté de ce qui peut se passer dans la cale d'un bateau négrier. Ils peuvent être jusqu'à 800. Si je vous parle de ça, ce n'est pas parce que c'est du passé, mais c'est un passé trop présent pour être ignoré. C'est un passé trop présent pour être ignoré. Des semaines et des semaines, puisqu'il faut compter 6 semaines, quand la mer est calme, pour que ces hommes, ces femmes et ces enfants arrivent en Amérique. Pour un qui arrive, il y en a au moins 2 qui mourraient dans les conditions de la traversée. Le confinement, mes amis, ce sont les plantations en Amérique, ces camps de concentration et d'extermination. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, c'est plusieurs siècles. Le confinement, mes amis, c'est la ségrégation, l'apartheid. Le confinement, mes amis, c'est le racisme. C'est le racisme. Je suis très ému aujourd'hui ici avec vous. Je suis très ému, je suis avec mes enfants. Et hier, nous avons passé une merveilleuse journée, nous étions à l'océan, avec des amis. Eh bien, cette merveilleuse journée, mes amis, a été totalement gâchée, sabotée, puisque tard vers le soir, avec une petite glace, une crêpe, mes enfants ont voulu aller jouer dans un, comment on appelle ça, les choses qui tournent, hein? Un manège, pardon, voilà, mon fils me dit c'est un manège. Eh bien, un homme, celui qui tenait le manège, a fait une réflexion ouvertement raciste à mon fils. Et il a fallu aller parler à cet homme, sans aucune agressivité, aucune violence. Donc cette peur que nous avons là pour nos enfants, nous voulons que ça cesse. Nous voulons que ce racisme-là soit extirpé. Personne, nulle personne ne peut penser. Le défenseur des droits a fait une étude qui démontrait très clairement que lorsqu'on était d'origine maghrébine ou bien d'origine noire, des Antilles ou d'Afrique, eh bien on avait plus de risques de se faire contrôler, 20 fois plus de risques de se faire contrôler que si on avait le physique d'un blanc. C'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits. Le défenseur des droits, qui est M. Jacques Toubon, qu'on ne peut pas soupçonner de gauchisme ni de militantisme. Jacques Toubon lui-même disait que les descendants des anciennes colonies avaient 3 fois plus de risques de se faire brutaliser que lorsqu'on était blanc. Donc c'est une vraie réalité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Et la question du racisme dans la police est une question qu'il faut que la France traite
parce que la France ne la traite pas assez. Et pour nous, le combat que nous voulons mener, c'est aussi celui-là. Donc voilà, je vais parler un petit peu de mon histoire en bref. Je suis arrivé en France à 5 ans et j'ai eu la chance, je parle de chance, parce que j'ai vécu dans des quartiers. J'ai vécu à la campagne et j'ai pu constater le racisme sous différentes formes. Que ce soit auprès de mes amis, que ce soit auprès de mon père. Et longtemps, j'ai grandi avec une colère. Et cette colère-là, je ne pense pas que ce soit un sentiment normal qui doit être connu par un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on allait en classe, on avait toujours une colère en nous qui nous permettait pas, d'être au même niveau que nos camarades. Aussi, comme les aînés ont pu le dire, le privilège, comme là vous pouvez constater, je suis habillé en survêtement, il m'a valu d'abord d'avoir été contrôlé plusieurs fois, peut-être au faciès, peut-être le fait que j'ai l'air d'une racaille ou autre, mais il faut savoir que maintenant, la prise de conscience, elle doit être établie par nous tous maintenant, par la jeune génération, par la nouvelle génération. Émotion, donc je préfère m'arrêter là et laisser la parole aux aînés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, c'est très courageux. C'est très courageux, on a besoin de cette énergie qu'ils ont, même de cette maladresse qu'ils ont. N'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de dire des erreurs, n'ayez pas peur de trembler, n'ayez pas peur de vous exprimer, parce que l'essentiel c'est que vous dégagiez cette énergie-là et que cette énergie elle vienne vers nous, elle vienne vers vous et qu'elle vous nourrisse, parce que nous avons besoin d'énergie positive pour être nourris, pour être plus forts, pour faire face à la violence. Elle est là, elle n'est pas finie. George Floyd hier, demain ce sera mon fils, demain ce sera le fils de Rachida qui est là. Ce n'est pas fini, donc exprimez-vous, parce que dès que vous exprimez, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un homme engagé, Dragos Ouedraogo, depuis très longtemps. Ici, c'est un de nos aînés qui nous ont montré la route dans le combat que nous menons à Bordeaux depuis très longtemps. Dragos Ouedraogo est réalisateur. Il est membre du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Dragos, quel est ton sentiment aujourd'hui? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est structurel aux États-Unis. Et c'est structurel aussi en France et dans tous les pays où ce système d'exploitation et d'oppression des peuples a besoin d'utiliser le poison du racisme pour diviser les peuples. Ce qui s'est passé aux États-Unis, on peut citer une liste macabre de faits similaires. Mais ce qui est important de souligner, c'est que dès l'annonce de ce crime raciste, il y a eu une puissante mobilisation, non seulement à Minneapolis, dans le Minnesota, mais aujourd'hui, les plus grandes villes des États-Unis, dans tous les États, sont en ébullition. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ce ne sont pas seulement les Afro-Américains qui sont dans la rue. Dans les images, nous avons vu des gens de toute origine qui ont formé une unité pour dénoncer cette violence policière, pour dénoncer ce crime raciste et pour dire trop, c'est trop. C'est l'Amérique des villes qui se soulève, avec d'ailleurs une carte qui recoupe les grands mouvements, les grandes manifestations, les grandes formes d'organisation, en particulier des Africains-Américains depuis les années 20, Chicago, Detroit, New York, Philadelphie, Los Angeles, sont des lieux d'activisme politique très anciens, et en plus des villes qui n'étaient pas connues pour être des centres d'activisme politique, Minneapolis, mais là ça va de soi, bien sûr, et puis Denver, et puis des villes dans le Dakota du Nord, dans le Dakota du Sud, où la population africaine-américaine est extrêmement réduite. Et donc là, il y a quelque chose d'assez différent par rapport à Ferguson en 2014, c'est l'extension nationale beaucoup plus grande et le fait que beaucoup plus de villes sont touchées, avec d'ailleurs, semble-t-il, une diversité plus grande qu'en 2014 du côté des manifestants. Il y a beaucoup d'Américains blancs, par exemple, qui participent aux manifestations. Je pense que nous pouvons nous inspirer aussi de cette expérience pour que progressivement, lorsqu'un crime racisme se produit ici, nous puissions nous mobiliser dans l'unité pour y faire face. Nous vivons en ce moment des temps d'orage. Des temps d'orage liés aux discriminations de toutes sortes,
aux violences de toutes sortes et aussi aux discours haineux qu'on propage tout le temps à la télévision. En France, lorsqu'un événement se pose, qui on invite à la télé pour en parler? Le Front National. Et au nom de la liberté d'expression, on donne la parole aux fascistes qui diffusent et qui distillent à longueur de colonnes de journaux et de stations de radio et de télévision le poison du racisme. Il est temps que nous nous mobilisons pour dénoncer tous ces faits et exiger de plus en plus la destruction de tous les vénères racistes et fascistes qui sont là pour diviser le peuple et nous empêcher de nous unir pour lutter pour nos droits, pour nos libertés et pour la justice. Merci Dragos. Artiste designer très connu à Bordeaux, très engagé aussi, qui veut dire un mot par rapport à ce qui se passe. Donc bonjour tout le monde, je vais juste prendre une seconde pour vous poser une question. Quel est le cancer actuel de la société? Le racisme. Non, c'est l'inaction. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes tous... Donc vous ne pouvez pas venir dire que vous êtes tous touchés, outrés, ici sur les réseaux sociaux et dire que demain ou tout à l'heure vous allez rentrer à la maison et ne rien faire. Ça c'est juste inadmissible. Je sais, vous m'aimez aussi, je sais. Donc, du coup, ce qu'il y a, il y en a d'autres qui en ont déjà parlé, il faut agir maintenant. Quand vous allez voir une bavure policière, il y a une application qui s'appelle Urgence Violence Policière. Téléchargez tous cette application. Vous voyez une bavure policière, shootez directement. Parce que quand vous shootez, les données seront transmises sur la base de données de l'application. Donc s'ils prennent votre téléphone et qu'ils suppriment, on s'en fout. On a déjà les preuves. Et en parallèle, il y a des élus qui sont payés par vos impôts, par nos impôts, qui font une proposition de loi pour interdire la divulgation des images des flics en arrestation. Donc là, actuellement, il y a une pétition qui tourne sur les réseaux sociaux, sur Internet. Allez tous signer. Il y a deux pétitions. Donc, il y a deux pétitions apparemment. Donc franchement, allez signer et arrêtez d'être dans l'inaction. Parce que demain, ça peut vous arriver à votre fille, arriver à votre cousin, peu importe. Bougez-vous les fesses. Voilà, là c'est... Il faut... Je vous remercie et je vous demande, s'il vous plaît, continuons le combat. Ce n'est pas fini. Continuons le combat. Continuons le combat. À bas le racisme. J'ai des petits-enfants métis. J'ai une grande partie de ma famille métisse. Qu'est-ce que je veux faire avec eux? Comment je vais faire avec eux? Je vous en supplie, ce n'est pas fini. C'est tout ce que je veux dire. Continuons le combat. Merci. Merci Anne-Lise. Il y a Abdourahmane qui veut prendre la parole, si tu veux bien t'approcher. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Moi, je suis là parce que j'ai été émue et parce que j'ai versé des larmes pendant plusieurs mois devant les meurtres et devant les tueries qui ont eu lieu aux États-Unis et ailleurs. Je pense que les gens n'ont pas conscience de ce qu'on est en train de faire, peut-être. On est en train de se lever. Pourquoi ça fait des années, ça fait des mois qu'aux États-Unis, il y a des choses qui se passent, qu'on voit à la télévision, mais déjà dans la télévision française, c'est tu. On le voit une fois de temps en temps. Alors que quand il y a eu un grand chanteur en France qui décède, on n'entend parler que de ça pendant 6 jours. Alors, j'aimerais juste qu'on prenne conscience que la vie c'est pas un jeu. On ne joue pas avec la vie des gens. On respecte les gens et on ne joue pas avec la vie des gens. Et sachez que si on est tous ici, quand on regarde là, les photographes vont pouvoir le montrer. On regarde, on est absolument tous différents. Pourtant, la seule chose qui nous unit là, c'est qu'on est tous sensés. On est censé et suffisamment intelligent pour comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne a plus de mélanine dans sa peau que ça signifie qu'elle est plus ou moins intelligente, que ça signifie qu'elle est plus ou moins importante. Alors sachez vraiment, juste, comprenons que la vie est importante et que tout ce qui compte, c'est de se tromper avec amour. C'est tout ce que j'ai à dire, soyez bénis. D'habitude, je suis beaucoup plus radical que ça. Mais aujourd'hui, vous m'avez convaincu que le racisme est une bêtise humaine. Que certaines personnes
voudrait nous faire avaler. C'est-à-dire, je veux juste vous dire que j'emmerde le capitalisme. Moi, personnellement, j'emmerde le capitalisme. Mes frères qui sont là, ils ont soulevé le problème qui se passe au Congo. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, pour vous dire en un mot, les mots de Socrate qu'il disait. Il disait que lui, il n'était pas un Athénien. Il n'était pas non plus un Grec. Mais il était un citoyen du monde. Je vous en supplie, soyons des citoyens du monde, sans couleur de peau, ni minorité, c'est possible. Nous devons nous embarquer dans ces injustices qui se passent aujourd'hui dans la société humaine. C'est ça en réalité. Les minorités sont exterminées, ils sont éhontés. Moi, j'ai une couleur de peau différente. Plus fort, plus fort. Pas mal de personnes me le font comprendre. Parce que je ne suis pas blanc, j'ai des amis blancs. Donc nous devons nous unir. Nous devons nous battre pour plus de justice. C'est évident. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Ce que l'on nous dit dans la vie de tous les jours, il y a le problème du racisme, il y a le terrorisme par-ci, par-cela. Comprenez que ce qui nourrit cela, c'est les frustrations. Il y a des gens qui sont des frustrés de la vie. Quand tu es un noir, tu es frustré. Les blancs, sortez de vos zones de confort. Venez vous battre à nos côtés. Parce que nous devons avoir une société sans distinction raciale. Merci. Je vous laisse en vous disant les propos de Amadou Hampâté-Bâ qui disait « C'est la diversité qui rend belles les choses, non l'uniformité ». Je vous salue tous. Continuons ce combat. C'est le collectif qui fera bouger les choses. C'est le collectif qui fera bouger les choses. Nos efforts et nos actes individuels ne nous mèneront nullement. Nous nous mènerons nullement. Soyons collectifs et combattons ce même système, le système capitalisme qui nous impose le racisme, qui nous impose le terrorisme, qui nous impose les injustices. Non au racisme, non au capitalisme. J'emmerde le système capitaliste. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie sous le soleil, quand la sueur de l'Indien se trouvera brusquement tarie sous le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or. Alors on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée dans le rayonnant midi du corps noir et toute la terre de retentir du vacarme de pioche. Il y a de nombreux siècles que dure l'extraction des richesses de ce peuple. Il y a de nombreux siècles que dure l'extraction des minerais de ce peuple. Je me dis, il est dans l'esprit de tout le monde qu'il nous faut impérativement construire le monde de demain. Et comme je le disais tantôt dans une réflexion, mais comment pouvons-nous construire le monde de demain quand celui d'hier ne veut pas lui laisser la place? Mais c'est à nous de lui faire laisser la place. C'est à nous, par notre exigence d'égalité, de justice, de lui faire prendre le départ. Kapati a entièrement raison. C'est un privilège d'être blanc. C'est un privilège d'être blanc aujourd'hui dans cette société. Notre très chère Roukaya Diallo en parle très bien. Elle en paye le plus fort, mais elle continue à l'assumer ce discours. Être blanc, c'est un privilège dans cette société. Cela ne veut pas dire qu'il faut enlever ce privilège aux blancs. Il faut juste qu'on le partage avec les autres. Parce que sinon, dans cette société républicaine dans laquelle nous sommes,
le fait d'avoir un privilège pour une partie de la société va poser un problème, je dirais, fondamental, constitutionnel à la République elle-même. Comment alors garantir, je te pose la question mon cher frère Karfa, comment garantir l'égalité de tous alors? S'il y en a qui ont un privilège plus que les autres. Le principe de l'égalité est mort. S'il y a un privilège blanc au-dessus des autres, le principe de la liberté, il est mort également. Quant à la fraternité, ça va rester un doux rêve. Ce qui s'est passé, qui nous réunit aujourd'hui, à juste titre, cette indignation devant ce crime abject qui a été commis contre un être humain. Il s'appelle George Floyd. Et il s'appelait hier Adama Traoré. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Mais quand on voit ce que nous sommes capables de faire, quand on voit comment nous sommes capables de nous relever, et d'afficher notre humanité commune, ils peuvent continuer à nous étouffer. Nous allons continuer à respirer. Ce que je constate, c'est qu'on est à 99% avec des masques. Je ne peux plus respirer. Et c'est désagréable de ne pas respirer. Le gaz carbonique qui est censé être rejeté, nous sommes obligés de l'inhaler avec des masques. Ce n'est pas naturel. C'est contre nature. Et ça doit appeler à la conscience de chacun. Et à l'heure où je parle, les États-Unis ont enterré plus de 100 000 personnes qui ont suffoqué. Ils ont suffoqué comme George Floyd. Mais il n'y avait pas de genoux sur leur cou. Et à l'heure où je parle, dans nos hôpitaux, ça suffoque. Et ça, c'est le présent. Et il n'y a personne qui nous appuie sur le cou. Mais on a des masques. Ça ne parle pas ça. Ça ne parle pas c'est quoi le Covid. Oui, mais voilà, c'est ça. Et à l'heure où je parle, je peux aussi dire qu'il y en a qui sont partis dans l'espace. Mais je peux dire que George Floyd, il fly. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Merci. Encore une fois, il y a à peine quelques jours, un homme, il y a à peu près 2 semaines de ça, pendant le confinement, a été insulté de sale bigot par les policiers. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire bigot? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire bigot? Bigot, ça veut dire chevreuil. Quelle horreur, quelle horreur. Pareil, il y a quelques jours, Camélia Jordana, sur les plateaux de télévision. Camélia Jordana, sur les plateaux de télévision, est en train d'affirmer un sentiment comme quoi elle a le sentiment qu'aujourd'hui en France, on se fait massacrer parce qu'on est noir. On se fait massacrer parce qu'on est arabe. Camélia Jordana dit ça sur les plateaux. Et quelle est la réponse du gouvernement? Il n'y en a qu'une seule. Vous êtes grave? On va porter plainte contre vous. On va porter plainte contre vous. C'est ce que dit le gouvernement. Il y a 3 semaines, avec SOS Racisme, nous avons monté une pétition pour toucher, pour sensibiliser tout le racisme. Je tremble, je suis désolée. Waouh! Tout le racisme qu'il y a dans la police aujourd'hui. On a créé une pétition. On a eu plus de 300 signataires, des personnalités, des syndicats, des associations. Et qu'est-ce que répond le gouvernement? Rien du tout. Par contre, pour attaquer Camélia Jordana, une artiste qui exprime son sentiment, tout le monde est là. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est. Il est temps de lutter tous ensemble contre le racisme et les discriminations. Peu importe nos origines, le racisme, ce n'est pas une question de couleur. Parce que ça met le racisme et les discriminations aujourd'hui mettent en relief finalement tout ce qui peut se passer dans notre société. C'est important. Luttons ensemble. Nous sommes là présents aujourd'hui. Nous sommes forts. Nous sommes de toutes origines. Nous sommes français et fiers de l'être. Merci. Merci vraiment. Le monde n'est pas raciste. Au contraire. Il y a des racistes, certes, mais nous pouvons lutter pour l'égalité. Nous pouvons lutter pour la justice. Nous pouvons aussi se joindre aux causes des plus opprimés. Les Noirs ne sont pas des êtres qui sont inférieurs. Les Noirs ont subi l'esclavage, certes. Ils ont subi aussi la colonisation, mais nous sommes toujours là. Là, aujourd'hui, si je me rends compte qu'il y a un Noir et un Blanc qui se marient, pourquoi
pourquoi pas on ne peut pas habiter ensemble? Pourquoi ne pas cohabiter ensemble et arrêter surtout de penser qu'il y a un être qui est inférieur ou bien il y a des êtres qui sont légitimes pour en tuer d'autres. Donc j'ai juste envie de vous dire qu'ensemble, nous pouvons nous unir. Ensemble, nous allons nous sauver. Par contre, si on laisse le racisme prendre le cours, prendre le temps, prendre aussi des années pour qu'on puisse continuer de lutter, j'ai envie de vous dire que ce seront des coups pour coups. Et dans tous les cas, que ce soit noir ou blanc, on ne va pas s'en sortir. Ensemble, nous serons unis, nous serons tous égaux et nous allons nous y arriver. Merci pour tout. Merci, merci beaucoup Léna. Elle s'appelle Léna Mendy. Elle s'appelle Léna Mendy. Léna Mendy, si vous connaissez un peu l'Afrique, vous savez qu'il y a 80% de chances pour qu'elle vienne de la Guinée-Bissau ou du Sénégal. C'est une Mandjak, c'est un nom qui vient souvent des Mandjak. J'ai espoir que nous représentons aujourd'hui les 90% de la France, même si les 90% de la France ne sont pas là. Nous ne devrions pas être là aujourd'hui, surtout dans le contexte du coronavirus. Nous devrions être à manifester pour plus de masques, pour plus de soins pour l'hôpital, pour les soignants. Nous devrions être là peut-être à embrasser nos enfants. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon neveu qui s'appelle Victor Tidiane Bosch et qui revendique son amour de la boxe parce que je lui ai raconté l'histoire de Patin Siki, ce noir boxeur venu de Saint-Louis et qui est passé en France pour finir aux États-Unis. Et oui, c'est cela. La France, c'est cela l'humanité. Nous devrions être ailleurs, discuter, penser le monde, penser au monde meilleur. Mais hélas, la réalité nous rattrape. Il y a un virus. Ah oui, ce virus-là, je l'ai dit à mes enfants, ce virus, il est invisible, mais ses effets sont très visibles. Ce virus, il vous prend le corps, il vous prend l'esprit, il vous prend le cerveau, il vous prend le cœur, il vous prend vos émotions. Ce virus, il vous empêche de voir l'être qui est devant toi comme semblable à toi. Ce virus, il est inoculé depuis les temps immémoriaux. Ce n'est pas seulement que le capitalisme, oui, le capitalisme utilise le racisme pour renforcer son pouvoir et pour créer des divisions entre les classes populaires. Mais bien le capitalisme, bien avant le capitalisme, on a eu la féodalité, on a eu le système esclavagiste. Et dans certaines religions, y compris la Bible, même si on a aujourd'hui le discours qui revendique et qui demande pardon, on a déjà dans les religions tout un discours qui montre qu'il y a une différence entre des races humaines et que certaines races sont supérieures à d'autres races. Il est inoculé dès notre petite enfance quand un monsieur comme moi rentre dans le tram et que la fille ou le garçon disent « mais ce noir », et on lui dit « mais non, il ne faut pas dire ce noir », comme si ce noir n'était pas un humain. En lui disant, on lui dit justement qu'il est différent. Il est inoculé dans notre tête et dans notre corps depuis le tout début. Quand on nous montre que nous sommes des êtres supérieurs et que les autres sont des menaces pour nous. Nous avons beaucoup entre nous des femmes, des maris blancs, blanches. Nous avons des nièces, des neveux blancs et blanches qui nous ont vus, qui sont nés devant nous, qui ont grandi avec nous. Ils ne peuvent pas avoir ces sentiments-là parce qu'ils ont été confrontés à la différence et à la diversité. Mais regardez dans la réalité du monde, dans les médias, dans l'Assemblée nationale, dans toutes les instances qui représentent un peu ce qu'on peut appeler la haute société, il y a toujours le plafond de verre qui fait qu'on ne voit pas. Toi qui es petit noir, tu n'as pas d'autre idéal. Donc tu te penses justement toujours en arrière, toujours ramené à ton nominalité. Bob Marley il disait, et je reprends ce que tu m'as marché sur la langue, Bob Marley disait, emancipate yourself from mental slavery. Mais quand il le disait, il parlait à la fois aux noirs et aux blancs. Et oui, aux noirs, émancipez-vous de votre esclavage mental. Soyez fiers, debout. Eh oui, Mandela était fier car les Bantous étaient debout, car les Noirs étaient debout pour débattre, combattre l'apartheid. Mais il disait aussi,
Emancipate yourself from mental slavery. À vous, blancs, émancipez-vous de votre esclavage mental. Arrêtez de penser que vous êtes des êtres supérieurs et regardez l'autre comme un être égal à vous. C'est les deux. Ni culpabilité, ni victime. Alors, nous marcherons, et j'espère que nous ne marcherons pas longtemps, qu'il n'y aura pas à chaque siècle des Mandela et des Martin Luther King et des Rosa Parks. J'espère que dans le mois prochain, on n'entendra pas encore un Adama Traoré étouffé ou un George Floyd. J'espère que ce monde, après le Covid, nous aura appris que nous sommes tous nés d'un même arbre, même si nos branches ne sont que jumelles. Espérons. Mais soyons vigilants. Asi bonanga, asi bonanga, Mandela tena, la paix bona, la pena ikona, asi George Floyd, asi George Floyd, la pena, la paix bona. La pena licona, highwayna, nawe. Sombozikato talo kalo, asimo highwayna, asimo nanga. La pegona, la pena licona. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci de nous être déplacés. Merci infiniment.